La mémoire, en effet, se nourrit de symboles et de héros. Le mémorial Acte de Pointe-à-Pitre l'exprime avec toute la force du vœu de la liberté. Le symbole ne divise pas, mais réunit. En faisant mémoire des victimes de l'esclavage, la nation est appelée à trouver les chemins d'une nouvelle conscience collective et d'une nouvelle solidarité, comme nous le rappelait il y a quelques semaines ici auditionné le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Pour nous aider à envisager tous les aspects de cette entreprise, j'ai invité M. Frédéric Réjean, historien, président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage créé par décret le 6 mai 2009. M. Louis-Georges Tin, président du Comité représentatif des associations noires de France, le CRAN. M. Emmanuel Gordien, président du Comité de la marche du 23 mai 1998. M. Serge Romana, président de la Fondation Esclavage et Réconciliation. Et M. Claude Ribes, historien et philosophe. Je vais donc donner maintenant la parole à chacun de nos invités pour une intervention de 5 minutes. Je serai le gardien du temps pour chacun d'entre eux. Et ensuite, nous ouvrirons le débat avec les membres de notre délégation. Messieurs, bienvenue. Et pour ouvrir, je donne la parole à M. Frédéric Réjean, historien, président de la commission du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Frédéric, tu as la parole. Bien, merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs les députés et Mesdames et Messieurs. En tant que président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, je tiens à préciser que je suis le premier homme à occuper cette fonction. 3 femmes l'ont occupée précédemment. Donc, voilà. C'est un peu le hasard qui fait qu'aujourd'hui, ce soit moi. Donc, quelques rappels sur ce Conseil national, donc, qui est un conseil interministériel qui est composé à la fois de personnalités qualifiées en raison soit de leur recherche universitaire, également de conservateurs, mais aussi de responsables associatifs ou de directeurs d'institutions muséales. Donc voilà un peu comment est composé ce comité national. Donc il a 2 objectifs. Le premier, c'est de conseiller les pouvoirs publics. Le second, c'est aussi d'être l'opérateur référent en termes de politique mémorielle, notamment en participant à la commémoration du 10 mai, du 23 mai et aussi du 27 avril, en disposant d'un prix de thèse, en co-organisant avec l'Éducation nationale et la Ligue de l'enseignement un concours pédagogique national. Donc voilà, un peu les différentes facettes du rôle du comité. Alors, l'objectif du comité, c'est d'inscrire davantage l'histoire de l'esclavage dans l'histoire de France, que cette histoire soit prise en considération, et nous considérons qu'il y a plusieurs leviers pour y parvenir. Le premier, c'est l'éducation, donc c'est une présence plus forte dans les programmes scolaires. Un certain nombre de progrès ont été réalisés ces dernières années, mais il faudrait aller encore plus loin en mettant des questions liées à l'esclavage, la traite et leurs abolitions au concours de recrutement, afin que dès la formation initiale, les enseignants disposent des outils, et c'est au moment où on passe les concours de recrutement que l'on acquiert un maximum de connaissances précises sur les sujets portés sur les questions. Et également l'inscription dans le territoire national, donc par le biais d'institutions muséales. Là aussi, nous avons vu des progrès avec le Memorial Act en Guadeloupe, mais aussi le musée des Ducs de Bretagne, le musée d'Aquitaine, et on peut souligner un manque au niveau de Paris. Il n'y a pas encore, ni sur le plan muséal, ni même sur le plan mémoriel, un certain nombre de stèles se sont développées en région parisienne, mais il n'y a pas encore
un lieu symbolique fort en région parisienne. Donc le comité pense également que dans la politique mémorielle, il faut doter de moyens substantiels le développement d'un musée virtuel sur Internet, de développer tout ce qui a trait au numérique. En effet, on voit que sur Internet, on peut lire beaucoup de choses de plus ou moins bonne qualité sans forcément qu'il y ait de hiérarchie sur l'histoire de l'esclavage. Et je pense que la création d'un portail national avec des références, des sources, des indications validées, vérifiées par des scientifiques, il me semble que c'est quelque chose de primordial. Alors, comme le but de notre comité est aussi un but de conseil des pouvoirs publics et aussi de la représentation nationale, il nous semble que l'Assemblée nationale devrait se saisir du 4 février, donc date à laquelle la Convention a aboli une première fois l'esclavage en 1794. D'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que cette loi qui a été ensuite abrogée par Napoléon Bonaparte, mais par décret, finalement restait en tant que telle la première loi d'abolition de l'esclavage, en précisant que le 27 avril, c'est un décret pris par le Conseil provisoire de gouvernement. Et donc là, la représentation nationale n'avait pas eu son mot à dire. Donc je pense que le 4 février pourrait être une date à laquelle pourrait se rattacher l'Assemblée nationale pour inscrire sa démarche actuelle dans les pas de ses prédécesseurs au moment de la Révolution française. La deuxième préconisation que nous ferions serait également donc, la mise en place d'un mur des noms situé donc, dans le jardin des Tuileries, qui se situe au carrefour de deux lieux importants, qui sont premièrement donc, l'ancien lieu où la Convention tenait ses séances, donc qui se situait à proximité des Tuileries, et l'hôtel de la Marine, où Victor Schœlcher a rédigé donc, le décret d'abolition de l'esclavage de 1848. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. La préfiguration d'une fondation dirigée par Jean-Marc Ayrault constitue une étape qu'il va falloir franchir en mettant en place une fondation dotée de moyens. Nous avons vu dans d'autres exemples le rôle que pouvait jouer ce type de structure, par exemple la Fondation pour la mémoire de la Shoah, également la mission du centenaire de la Grande Guerre, et auparavant la mission du bicentenaire de la Révolution française. Nous savons que les moyens, c'est ce qui permettra d'inscrire durablement cette histoire dans l'histoire nationale, avec, bien entendu, une volonté de ne pas réduire cette histoire uniquement à l'outre-mer. Donc c'est bien d'être aujourd'hui auditionné par les délégations outre-mer, mais il doit s'agir d'une histoire de France pour l'ensemble des Français. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Merci beaucoup, cher Frédéric, monsieur Régent. Merci aussi pour la concision, puisque tu n'as fait que 7 minutes sur les 5 impartis. Nous passons donc la parole, sans tarder, à monsieur... L'ordre du discours, voilà, c'est là. Voilà. À monsieur Louis-Georges Tin, président du comité représentatif des associations noires de France, le CRAN. Louis-Georges, tu as 5 minutes. Merci, monsieur le député. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous travaillons au sein du CRAN sur la question de l'esclavage et nous l'abordons souvent à travers la question des réparations. Tout crime appelle réparation. C'est ce que font les tribunaux du monde entier tous les jours. Et ce n'est pas parce que le crime est plus petit
que la réparation doit être plus petite. Et quand le crime est plus grand, la réparation doit être plus grande. Alors, ce sujet a longtemps été tabou et les choses ont beaucoup avancé, nous avons beaucoup travaillé là-dessus et finalement, nous avons obtenu plusieurs réparations. Monsieur Hollande a finalement accepté de mettre en place cette fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est une réparation morale et financière. Et il y a eu une grande mobilisation pour obtenir ce résultat. Les gens qui sont à cette table y ont contribué, en effet. Il faut aussi parler de ce musée de l'esclavage que nous avons demandé, obtenu à la fois du président et de la mairie de Paris. C'est une réparation morale qui coûte de l'argent, bien sûr. Dans un autre domaine, nous avons aussi demandé, obtenu des réparations de M. Macron, qui a accepté la restitution des trésors pillés pendant la colonisation. Et lors de son voyage à Ouagadougou, il a annoncé la restitution qui est en train de se mettre en place. Par conséquent, vous le voyez, la réparation n'est pas impossible. Au contraire, elle est en marche, si j'ose dire. Je crois que la délégation Outre-mer aurait un rôle à jouer dans ce processus, notamment autour du musée. Le musée a été voté par le Conseil de Paris, annoncé par M. Hollande, et le mois de mai arrive à grands pas. Et il serait bon, je pense, que le dialogue puisse s'instaurer, non seulement avec les partenaires qui sont déjà impliqués, plusieurs sont ici à la table, avec l'État, bien sûr, la Fondation, la mairie de Paris, mais aussi la délégation qui pourrait être représentée pour discuter des actions à mener en vue de la construction de ce musée. Donc c'est une invitation un peu informelle que je lance ici, qui sera formalisée dans les jours à venir, mais en tout cas, il serait bon que tout le monde puisse réfléchir ensemble à cela. Voilà ce que je dirais. Je ne développerai pas davantage cette question dont j'ai déjà parlé dans une audition il y a quelques jours. Mais vous m'avez autorisé à évoquer des questions plus liées aux discriminations qu'à la réparation, même si les deux sont assez liés finalement. En matière de discrimination, je voudrais parler ici du racisme anti-noir, car il y a un déficit de prise en compte de ce type de racisme ici, dans ce pays. Par exemple, la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, chaque année publie un rapport sur le racisme où il y a une section sur les Roms, une section sur les Juifs, une section sur les musulmans, mais rien sur le racisme anti-noir. Au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est également la même chose. Or, ce racisme existe, il est présent. Plusieurs personnes de la salle l'ont subi régulièrement, le subiront encore, je le crains. Et donc, il faut qu'il y ait, à côté des observatoires qui existent déjà, sur les violences faites aux musulmans, sur les violences antisémites, nous souhaitons qu'il y ait la mise en place d'un observatoire du racisme anti-noir. Nous y travaillons avec des associations amies, comme le CRIF ou d'autres, et je pense que c'est un outil qui permettrait de rapprocher la population des policiers, de rapprocher aussi les populations victimes et bien de la justice et du droit, de la reconnaissance. Donc il faut que cet observatoire soit mis en place, et il se trouve qu'il y a bientôt la journée internationale de lutte pour l'élimination des discriminations raciales, c'est le 21 mars. Peut-être d'ici là, devrions-nous faire quelque chose, lancer une tribune, une conférence de presse, que sais-je, on pourrait discuter des modalités. Mais enfin, je crois qu'on pourrait travailler ensemble, même s'il reste peu de temps, pour mettre en place cet observatoire, en tout cas au moins l'annoncer, ce qui serait, je crois, très important. Une des tâches de cet observatoire pourrait, le racisme anti-noir a des formes multiples, je ne vais pas les énumérer ici, les cris de singe, les attaques, tout cela est connu. Mais il y a peut-être le point le plus obscur, le moins étudié, le moins évoqué de ce racisme, c'est la question des discriminations à l'emploi. Car on sait en général qu'il y a à peu près 20% d'écart entre hommes et femmes à travail égal. Il y a des lois qui essayent de remédier à cela, pas suffisamment d'ailleurs, il faut aller plus loin, mais nous avons à peu près le même problème en matière de discrimination raciale. C'est-à-dire que les personnes non blanches, car ce ne sont pas que les noirs finalement, les personnes non blanches, à travail égal, touchent un salaire inférieur. Il n'y a jamais eu de véritable enquête nationale, on le sait, parce qu'il y a des enquêtes locales sur certains secteurs. Il faudrait une enquête nationale qui pourrait être menée par le ministère du Travail. Il faudrait aussi, évidemment, des réparations. On pourrait, par exemple, travailler avec des entreprises vertueuses, nous en connaissons, en tout cas qui veulent être vertueuses et qui sont de bonne volonté, et on pourrait leur proposer d'utiliser les outils qui existent, qui sont validés d'ailleurs par la justice, pour examiner si, dans l'évolution salariale, les choses sont égales. Parce qu'il y a des entreprises où, quand vous n'êtes pas blanc, quels que soient vos talents, quelles que soient vos notations,
vous serez recruté au SMIC et vous partirez à la retraite au SMIC. Donc ça a été démontré. Donc il faut remédier à cela. Les évolutions salariales ne doivent pas être bloquées par la couleur de la peau. Donc une des tâches de cet observatoire, ça pourrait être par exemple de mener une enquête sur les inégalités salariales à caractère racial, qui sont un fléau considérable dans notre pays, mais un sujet dont on ne parle jamais. Alors, voilà pourquoi c'est important. Je terminerai en disant que la discrimination appauvrit et le discriminé et le discriminant. La personne qui n'a pas le travail auquel elle aspire est évidemment appauvrie, on le comprend aisément. Mais la personne qui discrimine, ça veut dire qu'à la fin du processus de recrutement, elle a recruté non pas la personne la plus compétente, mais celle qui ressemblait au modèle dominant. Ce qui veut dire que c'est un manque à gagner. Donc, en effet, c'est un problème moral, bien sûr, c'est aussi un problème économique pour les deux parties. Nous avons saisi France Stratégie, l'organisme du ministère de Matignon, qui travaille sur l'économie, sur la planification de la société, et nous leur avons demandé de chiffrer cela. Eh bien, France Stratégie a mené une enquête sur les 20 ans qui viennent, et ils ont estimé que si on continue à lutter contre les discriminations comme on le fait en France, c'est-à-dire pas beaucoup, cela coûtera à l'État et à la société française dans les 20 ans qui viennent l'équivalent de 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. C'est le chiffre médian, ce n'est pas le haut de la fourchette ni le bas. C'est-à-dire que si on ne fait rien, nous perdrons de l'argent. Donc on voit bien qu'il y a là un problème moral, évidemment, un problème politique, mais aussi un problème économique. Donc il n'y a aucune raison finalement de laisser perdurer des inégalités qui sont finalement une réalité lose-lose, c'est du perdant-perdant. Il faut entrer dans une logique vertueuse qui est une vertu évidemment morale et politique et économique. Je m'arrête là. Merci, Monsieur Louis-Georges Toutain, président du Comité représentatif des associations noires de France, le CRAN. La parole maintenant est donnée à Monsieur Emmanuel Gordien, nouveau président du Comité de la Marche 23 mai 1998. Emmanuel, tu as la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en tout cas, merci de nous recevoir. Ça me paraît extrêmement important. Je voudrais vous présenter un dossier que je souhaite que vous portiez, un dossier mémoriel que je tiens à disposition à ceux qui ne l'auraient pas eu, qui seraient arrivés par la suite. Un dossier important sur la question mémorielle, pour une raison très simple, c'est que la France, notre pays, a aujourd'hui le système le plus achevé, le plus élaboré sur la question des commémorations de l'esclavage. Il y a tout d'abord une date pour commémorer l'abolition de l'esclavage et les combattants anti-abolitionnistes. Il y a deuxièmement, depuis peu, depuis le 28 février 2017, une date pour honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est une question majeure et je peux en témoigner pour le combat que nous avons mené. Notre nom le signifie bien. Nous avons été créés justement après la marche du 23 mai 1998, dont a parlé tout à l'heure Monsieur le Président en entrée, qui a vu plus de 40 000 personnes, d'après la police, qui ont défilé. Et les principaux concepteurs de cette marche, dont j'étais à l'époque, avaient une idée très simple. Pour répondre à une question qui était posée pour commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage, l'État avait dit, à l'époque, avait proposé, tous nés en 1848. Et moi, à l'époque, et plusieurs d'entre nous qui savions que, notamment l'un de mes principaux d'ailleurs avait 51 ans à l'abolition, on s'est dit qu'il n'était pas question de gommer cette page d'histoire, qui était essentielle. Mais surtout, l'idée, c'est que nous sommes à peu près aujourd'hui les descendants d'esclaves de toutes les dernières colonies françaises, si je prends que celle-là, environ 500 000, 600 000. Et je veux, et ce que j'ai mesuré pendant tout ce travail que nous avons fait depuis une vingtaine d'années, c'est la difficulté avec cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un peuple est né dans un crime contre l'humanité? Ce déni d'humanité originelle. Moi, je constate, je vois tous les jours cette honte, cette difficulté avec cette histoire. Et nous, on a compris d'où elle venait avec un poème originel. D'où justement notre grande satisfaction quand l'esclavage a été déclaré crime contre l'humanité, ainsi que la traite. Mais pour nous, ce n'était pas suffisant parce que on dit l'esclavage, mais il y a des gens derrière cet esclavage. Et c'est pour ça que mon association s'est mise en quatre, si je puis dire, pour aller chercher ceux-là qui ont été esclaves. Et sachez que nous avons trouvé, pour la Guadeloupe et la Martinique,
130 000 d'entre eux qui, à la veille de l'abolition de l'esclavage, en 1848, étaient encore esclaves. Nous avons trouvé leur prénom, leur matricule et leur nom. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit qu'il était essentiel pour que nos populations, ces 600 000 personnes qui vivent ici, puissent participer pleinement à la citoyenneté, s'approprier ce pays qui est le leur. Mais il fallait justement qu'ils puissent se dire qu'ils ont une place dans cette histoire nationale, dans ce roman, dans ce récit national. Et c'est pour ça que nous, ce que nous avons voulu faire et que nous faisons et que nous ferons, c'est que nous avons fait un gros travail pour essayer d'inverser le stigmate de l'esclave. Pour faire en sorte que, et nous avons fait dans plusieurs villes de France des monuments aux esclaves avec les associations qui ont retrouvé leurs aïeux grâce à la généalogie ascendante que nous avons fait. Et ils ont été d'accord à graver ces prénoms, ces matricules et ces noms de famille qui ont été donnés sur des stèles dans différentes villes. Je pense à Creil, à Grigny, à Sarcelles et à Saint-Denis. Et nous avons un projet et qui, pour moi, rentre totalement dans la mission de cette République, de ce pays qui se dit pays des droits de l'homme et qui est le pays des droits de l'homme. Mais il le sera encore plus quand il aura totalement mis ces 130 000 personnes, mais pas que, ceux de la Guyane. Nous avons des contacts avec notamment M. Mamlam, historien de la Guyane, qui a la liste de ces personnes. Ceux de la Réunion, nous avons aussi des contacts très étroits avec Bruno Maillard, historien de la Réunion. À la Martinique, des associations, notamment la Marichfa, Association martiniquaise d'histoire des familles, qui ont aussi la liste de tous ces noms. En gros, 200 000 noms. Nous avons pensé que la France s'honorerait et acquérerait pleinement justement ce pays des droits de l'homme et du citoyen si au Jardin des Tuileries, comme nous le proposons, nous érigions ce mémorial de la traite et de l'esclavage colonial, qui serait simplement sur des plaques de verre, graver les noms de ces 200 000 personnes que nous avons à la postérité. Désormais, pour les descendants de cette histoire et de ceux-là qui seront gravés, ce ne sera plus une honte. Ils pourront, nous l'espérons, se saisir de la citoyenneté. Ils pourront se saisir de ce combat que nous avons mené avec d'autres, pour que justement il y ait cette date nationale du 23 mai qui a été adoptée par notre République. Et l'idée que nous proposons et nous souhaiterions, vraiment c'est mon rêve, c'est un rêve atteignable, c'est que dès cette année, à l'occasion justement de cette journée nationale des victimes de l'esclavage, que le président de la République donne son feu vert à ce projet. Ce projet, il est acté, il est chiffré. Et nous avons eu l'aide de la société Prado-Morin qui fait autorité dans le domaine. Il a été adoubé par toutes les associations, par le GIP en question, par le CNMHE, par l'ensemble des associations du monde entier avec lesquelles nous travaillons. Et nous souhaitons donc que le président puisse dire, il ne manque que son feu vert finalement. Ils disent que oui, c'est une œuvre importante, qui fera que la France pourra dire oui, que même si en 1789, elle disait que les hommes naissaient libres et égaux en droit, les esclaves de la France n'étaient pas libres à l'époque. Eh bien, ils seront rétablis dans cette liberté, dans cette dignité. Et je crois que c'est tout ce que nous pouvons souhaiter. Et ça nous permettra justement que tous ces concitoyens antillais, avec les autres, parce que là aussi, pendant que nos parents étaient esclaves, la majorité des Français étaient des serfs, descendants de serfs, descendants d'esclaves, descendants de Gaulois. Nous avons à repenser le récit national. Et c'est ça à quoi nous voulons contribuer et que nous proposons à travers ce projet. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Emmanuel Gordien, pour cette présentation. La parole maintenant est donnée au professeur Serge Romana, président de la Fondation Esclavage et Réconciliation. Serge, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, je suis effectivement donc le président d'une fondation qui a été créée donc il y a 2 ans, qui est sous l'égide donc de la Fondation de France, dont le nom est un oxymore, puisque c'est esclavage et réconciliation. Cette fondation regroupe les principaux chefs d'entreprise de la Guadeloupe et de la Martinique, et d'origine dont les parents étaient à des positions très différentes dans l'histoire, puisqu'il s'agit donc de personnes dont les parents étaient des esclavagistes. Je pense donc à M. Ayotte, M. Ducy, à feu M. Jam, mais également à M. Gadarcan, dont les aïeux étaient des émigrés donc venant d'Inde. Je pense également donc au chef d'entreprise descendant d'esclaves,
Madame Bélénus, Monsieur Gali, qui est propriétaire donc de Matouba, et bien d'autres. Donc, et toutes ces personnes se sont mises ensemble. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, il faut imaginer l'effort et le chemin qui a été fait pour que ceci puisse être fait. Ben, en fait, ce qui a uni ces personnes, c'est le travail qui a été commencé effectivement en 98. 98, l'objectif était de dire, et le point de départ était de dire, ce qui bloque les sociétés antillaises en particulier, c'est une mémoire extrêmement douloureuse et honteuse de cette histoire. Et tant qu'un groupe a un rapport de ce type avec sa fondation, ses premiers temps, eh bien, les personnes de ce groupe sont en difficulté pour s'affilier et donc, de toute façon, sont en déshérence identitaire et ont une mémoire soit douloureuse, soit honteuse, soit pleine de ressentiment. Dans ces conditions, il est impossible de pouvoir construire quelque chose de commun. Et j'insiste auprès des parlementaires, il n'est pas possible de construire quelque chose, un projet commun, lorsque la société est fracturée, lorsqu'il y a une fracture mémorielle aussi importante. Le travail que le comité de marche du 23 mai a fait, la question des noms, a montré en fait à ces entrepreneurs que, parce que tout simplement ils l'ont vécu, que ça apaisait le ressentiment lorsqu'on retrouve ses aïeux et lorsqu'on est capable de les honorer. Lorsque la République honore, ça veut dire que ce ne sont pas des chiens, ça veut dire que ce sont des gens honorables, dignes d'intérêt. D'où ces noms qui ont été mis sur des livres, d'où l'utilité fondamentale de cette journée nationale d'hommage aux victimes de l'esclavage. Tout ceci était pour cela. Et donc, comme pour nous, nous essayons de compter sur nous-mêmes, en fait, pour pouvoir faire tout ce travail, il a fallu faire en sorte que des personnes ayant la capacité de soutenir ce travail, qui y avaient intérêt également, pour qu'on puisse construire ensemble dans nos pays, eh bien, ces personnes, on a été les voir, elles ont compris ce travail. Et c'est ainsi que cette fondation a été créée. Et le premier but de cette fondation, ça a été effectivement de dire que nous n'allons pas laisser le comité marche du 23 mai 98 tout seul présenter le projet du mémorial des noms aux Tuileries. Nous ne voulons pas non plus que on dise, ben, on demande à l'État, puisque ce sont nos parents qui sont là. Il y a une démarche active là-dedans. Donc, en fait, non seulement l'ensemble de la population sera appelée à contribuer à une hauteur qui pourra être la sienne, mais nous saurons à ce moment-là également mobiliser l'ensemble des chefs d'entreprise, en tout cas une grande partie des chefs d'entreprise, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pour que personne ne puisse imaginer que nous croyons au Père Noël. Je vois si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, nous serons capables de faire en sorte que ce mur des noms qui pour nous est fondamental, le jour où ce mur des noms se fera, je pense que Nelson Mandela, qui lui-même n'est plus là, viendra par les moyens qu'il utilisera pour voir ce mur des noms aux Tuileries. Donc, c'est ça notre démarche, en fait. C'est la démarche, en fait, de réhabilitation de l'humain, parce que nous pensons que la conséquence majeure de l'esclavage est d'avoir fracassé un groupe. Et donc, toute l'ambition que nous avons, c'est de réparer ce groupe humain. Mais ça, il n'y a que nous qui pouvons le réparer. En imaginant, en travaillant, en allant dans les archives, en rétablissant leur honneur. Et la fondation que je préside a décidé de soutenir ce travail, entre autres. Mais il y a toute une série donc, de travaux sur, par exemple, les monuments, les lieux de mémoire, cimetières d'esclaves ou autres éléments qui pourront faire justement naître un vrai tourisme mémoriel dans nos pays, eh bien que cette fondation va soutenir. Donc voilà, c'est ce que j'étais venu vous dire, que nous serons fermement présents lorsqu'il faudra financer le mur des noms aux Tuileries. Monsieur le Président, merci. 5 minutes 28. Parfait. Pourtant, c'est toi le plus bavard en principe. Merci, M. Romana, pour cette présentation synthétique et claire. Le dernier intervenant avant les questions et les échanges, Claude Ribes, historien et philosophe. Merci, Monsieur le Président, et merci
Mesdames et messieurs les députés, de m'avoir donné l'occasion d'exprimer un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue ici à l'Assemblée nationale. C'est un grand honneur pour moi. Je viens effectivement en tant qu'historien et philosophe. Je viens aussi en tant qu'organisateur d'un des moments mémoriels de l'année, puisque mes camarades m'ont rappelé assez longuement donc, tout le travail qu'ils avaient pu faire à différents moments, et en particulier depuis le 23 mai 1998. Mais bon, sans évidemment entrer dans la querelle des dates, puisque je pense que toutes les dates sont bonnes, 27 avril, 23 mai, 10 mai, tout est bien. Je voulais simplement dire que, très modestement, depuis 16 ans, je mène, avec une association que je préside, qui est l'Association des Amis du Général Dumas, un combat pour que un monument existe à Paris, dans l'espace public, puisque bon, il y a un monument dans l'espace privé au Jardin du Luxembourg, mais je vous rappelle que le Jardin du Luxembourg fait partie du domaine privé du Sénat. Donc pour qu'un monument existe dans l'espace public et qu'il corresponde, alors peut-être pas exactement à ce que le CM 98 veut faire pour cette belle journée honorant les victimes, mais pour rappeler les mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Traite, esclavage et abolition. Journée nationale des mémoires. Il ne faut pas l'oublier, cette journée. Alors non pas qu'elle soit oubliée, parce que j'ai bien conscience que les différents présidents d'associations que j'ai pu entendre jusqu'ici, et qui d'ailleurs y participent assez souvent, y sont attachés, mais il faut reconnaître que peut-être que la mémoire est complexe, mais il faut reconnaître qu'il y a eu de belles avancées quand même en France depuis 20 ans, grâce notamment au travail des associations. Et j'aimerais à cette occasion rendre hommage à quelqu'un qui n'est pas là, qui est Maryse Condé. Maryse Condé est une grande dame, et ce n'est pas Frédéric Régent qui a pris sa succession à la présidence du comité pour la mémoire de l'esclavage, qui me dira le contraire. Maryse Condé, elle a fait un excellent travail, et elle a réussi à imposer, à proposer au président de la République une date. Moi, je n'étais pas dans les discussions, donc je ne sais pas comment les choses se sont faites en interne, mais une date qui était quand même la date de reconnaissance du crime contre l'humanité. C'est important que la collectivité nationale, à un certain moment, et M. Gourdien l'a bien rappelé, on est un des pays au monde les plus avancés, que la collectivité nationale reconnaisse qu'il y a un crime. C'est un moment très important. Et donc, il ne faut pas oublier cette date qui a été la première, avant la date du 23 mai, où il s'est bien sûr passé des choses grâce aux associations, à être commémorée, une date qui fait quand même consensus. Donc moi, j'ai consacré une douzaine d'ouvrages à ces questions et quelques films, mais surtout j'ai beaucoup de plaisir à voir que d'année en année, eh bien, cette commémoration parisienne des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, il n'y a pas que les abolitionnistes, la traite, l'esclavage et leurs abolitions, prospèrent, et que cette année, on va commémorer pour la 10e fois. Et je voulais simplement peut-être vous proposer un éclairage un petit peu original qui était lié à ma propre démarche, puisque cette démarche est venue de l'initiative du président de la République en 2002, qui consistait à mettre Alexandre Dumas au Panthéon. Ça m'a beaucoup interpellé parce que, pour moi, Alexandre Dumas, au Panthéon, un an après le vote de la loi de 2001, ça avait du sens. Ça n'en avait peut-être pas pour le président de la République qui avait pris cette décision, mais sait-on jamais. Et à partir de là, eh bien, j'ai eu le sentiment, et j'ai aidé à le faire, qu'on avait tiré le fil d'une pelote ou le fil d'un labyrinthe, et qu'au bout du labyrinthe, il y aurait non pas le Minotaure,
mais il y aurait cette question qui a été évoquée par mes camarades, qui est la question des mémoires. Parce qu'on ne pouvait pas mettre Alexandre Dumas au Panthéon sans évoquer son père. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce père? Eh bien, il a de particulier qui permet d'évoquer d'une manière très, finalement, consensuelle et très apaisée la question qui nous préoccupe, qui est la question de l'esclavage et de ses mémoires. Parce que le général Dumas, premier Alexandre Dumas du nom, a été victime de l'esclavage, comme vous savez, dans une colonie qui ne fait pas partie aujourd'hui de nos Outre-mer, qui est un pays indépendant, qui est la République d'Haïti. Mais enfin, il faut quand même se souvenir, quand on parle de l'esclavage, que s'il y avait 200 000 Français dans les vieilles colonies, celles qui sont aujourd'hui des départements d'Outre-mer, mais il y en avait 500 000 en Haïti. Et que Haïti faisait vivre la France et assurait l'équilibre de sa balance. Eh bien, il m'a semblé que d'année en année, cette idée prospérait et cette commémoration, il y en a d'autres dans la journée. Il y en a une autre à Paris qui a été organisée par le président du Sénat avec le concours du CNMHE, mais cette cérémonie me semble avoir apporté un éclairage différent. Éclairage très simple, c'est que pour la pérennité de cette journée, je parle de la journée du 10 mai, je n'interfère pas du tout sur le 23 mai qui est beaucoup mieux connu par mes camarades, mais pour cette journée du 10 mai, eh bien, le fait de mettre en valeur un héros positif, incontournable, auquel tout le monde est attaché, y compris les gens qui voient d'un mauvais œil ces questions mémorielles, c'était quelque chose qui faisait avancer les choses. Et croyez bien qu'il n'est pas simple de réunir à Paris, d'un côté, le maire ou la maire du 17e élu de l'opposition, et puis de l'autre, le maire ou la maire de Paris qui n'a pas forcément la même position politique. Et pourtant, j'ai constaté, non seulement qu'il était de cette manière assez simple de réunir les gens, mais j'ai eu le plaisir de voir réunis autour de moi plusieurs des personnes qui se trouvent ici, puisqu'en 2016, nous avons été près de 100 associations, dont le CRAN, je ne sais plus si le CM98 était là, mais il y avait des membres, bien sûr, du CM98, pour réclamer d'une voix univoque ce que Louis-Georges demandait tout à l'heure, à savoir un lieu. Je voudrais simplement, pour terminer, attirer votre attention sur le fait que mon cheminement, qui peut vous paraître bizarre, parce que lorsque je parlais du général Dumas, peut-être que certaines personnes, par ignorance ou peut-être parfois par mauvaise volonté, ne voyaient pas très bien où on voulait en venir. Ben, j'observe que le nouveau président de la République a l'air de, et je suppose que c'est un hasard, a l'air de suivre un peu le même cheminement, puisque mardi, vous savez, ce sera la journée de la francophonie. Le président de la République a visité à Villers-Cotterêts, un autre endroit où l'association des amis du général Dumas intervient depuis 5 ans, puisque le maire FN ne veut pas commémorer le 10 mai. En allant visiter le château de Villers-Cotterêts, il s'est aperçu que c'était un beau château, qu'il avait du sens, qu'il était lié justement à un héros positif, issu de l'esclavage, qu'il était lié également à son fils, qui est l'écrivain français le plus lu dans le monde, et dont j'ai l'impression qu'il y a une pensée qui chemine, et qu'il n'est pas impossible que ce château de Villers-Cotterêts, malgré le coût important des travaux de restauration, eh bien, soit l'objet d'un chantier, si j'en juge par ce qui est dit dans les journaux, d'un chantier présidentiel important. Et je voudrais donc attirer votre attention sur 2 points. Premier point, n'oubliez pas le 10 mai, n'oubliez pas, je ne sais pas ce qui sera prévu du côté du Sénat, mais n'oubliez pas que ce rendez-vous mémoriel existe, que vous y êtes en tant que parlementaires tous conviés, bien évidemment, avec le président de la délégation, et puis d'autres parlementaires s'ils veulent venir avec vous. Ça existe, c'est concret, ça va se faire. Il y aura d'importantes personnalités comme le défenseur des droits, qui a tenu cette année à honorer, il y a eu le Premier ministre, il y a eu beaucoup de ministres, etc. Mais le défenseur des droits, c'est très important. J'ai moi-même siégé à la Commission nationale des droits de l'homme pendant 3 ans. J'ai eu l'occasion justement d'observer ce dont parlait notre
notre ami Louis-Georges. J'espère que le président de la CNCDH, la présidente de la CNCDH sera là. Il y a le président du Conseil économique, social et environnemental. J'espère qu'il y aura d'autres personnalités. Et donc, je vous demande de retenir cette date. Je vous demande de retenir aussi le même jour l'horaire auquel une commémoration va être organisée comme tous les ans depuis 5 ans à Villers-Cotterêts. Parce que je pense qu'il est important, et là j'en viens au deuxième point, d'être très attentif au projet présidentiel qui probablement sera annoncé mardi, dans le cadre de la journée de la francophonie. Il y a un espace. On s'est tous battus ici pour avoir du... Je vois qu'on se bat pour un mur, Louis-Georges se bat pour un musée. C'est très important d'avoir un lieu pour fixer cette mémoire. Bon, moi, je me suis battu pour avoir des chaînes brisées. Quand on représente l'esclavage, et bon, on va photographier ce monument. Ça n'est pas rien d'avoir un lieu. Il y a beaucoup de gens qui, avant, se sont battus pour qu'on arrive à cela. Eh bien, il y a un espace, certes, ça n'est pas à Paris, mais il y a un espace de 22 000 mètres carrés qui va faire l'objet de toute l'attention du président de la République et d'exécutif. Je pense qu'il ne faudrait pas forcément dissocier les projets qui vont être défendus, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, et étudiés par l'entourage du président, des questions qui nous préoccupent. La francophonie, c'est un peu l'Afrique tout de même. Quand on parle de traite, l'Afrique n'est pas si loin. Largement dépassé. J'arrête là. Et c'était simplement le point sur lequel je voulais finir. Soyons attentifs aux opportunités qui nous sont données et laissons à un jeune président qui ne s'est pas encore prononcé sur ces questions le bénéfice de nous montrer quelle est sa réflexion et quelle orientation il donne à ce cycle mémoriel qui va bientôt s'ouvrir.